On a eu très peu de retours sur les contenus hispanophones et anglophones d'un rejet. Mais quand je dis très peu de retours, c'est que mon équipe a vraiment regardé à la loupe tous les contenus qui sont sortis et on se parle d'un commentaire sur 1000 ou un commentaire sur 1500 qui disait ah là là, c'est traduit par de l'IA, etc. Au niveau des performances, donc qui sont pour un média social, les vidéos vues, l'engagement, c'est-à-dire le nombre d'interactions des utilisateurs sur la vidéo, le like, le comment, etc. Et puis l'average watch time, qui est donc le temps moyen de visionnage de la vidéo, n'ont pas du tout été dégradés. Les outils de GenAI donnent des suggestions et pas des réponses uniques. Et ça, c'est important parce que tu as un effet waouh, où tu as l'impression qu'ils peuvent tout faire. Ton métier le voit comme quelque chose de waouh, mais en fait, un système de GenAI n'a pas de compréhension ou de modèle inhérent au monde, sans en faire un grand sujet philosophique, mais il génère des réponses possibles. Contrairement à des systèmes IT classiques, qui indique souvent la prochaine étape à suivre, la bonne configuration, la bonne donnée à écrire, etc. Les outils de GenAI ne fournissent pas de réponse absolue. Donc, les gens doivent apprendre à gérer cette incertitude par rapport à une la technologie qui est vécue comme toute puissance. Donc, ça requiert un esprit critique lors de l'évaluation des résultats. Si on revient à des aspects très opérationnels, j'ai envie de dire data. La data, parce que si tout est AI, tout est data. En proposant une donnée de qualité, en fait, on peut fournir au LLM du contexte pertinent et qui va améliorer en fait les aspects génératifs du modèle et qui va réduire les probabilités. Alors on dirait dans l'industrie les hallucinations, mais en fait c'est beaucoup plus simple que ça. Ça réduit la probabilité que la réponse ne soit pas la bonne ou ne soit pas adaptée, ou voilà. Et ça concerne les données non structurées comme ça concerne les métadatas. Et donc en fait, quand on se lance dans un projet de GenAI, peut-être que le premier projet de GenAI que l'on doit faire, c'est par exemple de classifier par des LLM la métadata et tes données. Parce que si vous ne faites pas de la GenAI aujourd'hui, vous en ferez demain, vous en ferez l'année prochaine et vous serez content d'avoir des données. L'erreur, ce serait de se dire, le LLM ne le fait pas aujourd'hui, je vais me lancer dans un chantier où je vais produire en interne un algo, un complément, une API qui va me résoudre ce problème-là. On a eu le problème, par exemple, avec le sous-titrage où les premiers LLM ne permettaient pas d'afficher les sous-titres comme on le voulait. Donc, c'est des trucs un peu qui peuvent paraître bêtes, mais on veut que la césure du texte soit sur 2 lignes, que la virgule soit rattachée au mot d'avant, etc. Donc, on s'est lancé dans le fait de faire ça en interne et boum, la release d'après réglait le problème. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Il s'agit d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sora, Blablacar ou Penny Lane. On intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Dounia Zouine, la rockstar française de l'intelligence artificielle dans l'industrie des médias. Dounia a successivement dirigé les équipes data et IA de 2 des plus grands médias français ces dernières années, avec d'abord TF1 de 2019 à 2021, puis Brut jusqu'au printemps 2024. Son expertise, mettre en place une stratégie qui permet de valoriser les données existantes pour monétiser au mieux ses contenus, mais aussi démultiplier les capacités de production grâce à l'IA générative. Brut a ouvert la voie en France sur le sujet en expérimentant de manière transparente et ouverte avec les journalistes, mais aussi son audience depuis déjà un certain temps. Les résultats sont bluffants. Dans cet épisode, Dounia revient sur les 4 usages les plus intéressants, de la création d'avatars IA de journalistes qui présentent les actus de manière quasi automatisée, à la localisation de contenu pour une diffusion internationale. Elle partage ses apprentissages sur la gestion de projets IA générative, les ajustements organisationnels nécessaires pour intégrer ces nouvelles technologies, l'importance des données de qualité et la nécessité de flexibilité et d'agilité,
et bien sûr l'inclusion d'humains dans la boucle pour garantir la qualité. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Dounia Zouine qui était Chief Data et AI Officer chez Brut pendant plus de 2 ans. Merci beaucoup Dounia d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter? Bonjour à tous, merci Adrien pour l'invitation, je suis ravie d'être là. L'essentiel a été dit, je m'appelle Dounia, je fais de la data, de l'IA et pas mal d'adtech et de publicité aussi depuis quelques années. Jusqu'à il y a quelques semaines chez Brut et puis avant ça chez TF1. Mais j'ai aussi sévi assez longtemps auprès d'une centaine de clients dans le conseil, toujours sur des sujets d'utilisation de leviers technologiques au service du business, particulièrement le digital marketing. Et puis l'évolution du métier ayant été ce qu'elle était, j'ai doucement bifurqué vers le big data et l'utilisation de cette data-là sur différents cas d'usage. Donc j'ai vraiment un sweet spot, c'est le marketing, le data marketing et l'AI marketing et tout ce qui va être autour de la publicité, des campagnes de marketing très variées en utilisant la technologie. Oui, donc toi, tu travailles effectivement déjà à la direction data de TF1, donc de grands groupes avant même l'arrivée de l'IA générative. Donc tu es dans l'IA avant cette nouvelle vague, on va dire, technologique incarnée par la Gen AI. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que chez TF1 puis chez Brut, vous gériez du coup les données, comment est-ce que l'IA était approchée et comment était leveragée comment a été traité, on va dire, l'arrivée de l'IA générative dans ces entreprises? Ouais, donc effectivement, juste pour la précision, moi j'étais dans le volet digital de TF1, qui était un regroupement d'une vingtaine de médias, d'applications et de sites e-commerce pure player du digital. Et donc ensuite, chez Brut, j'ai un peu continué dans l'industrie du média. Et pour répondre à ta question, avant d'en arriver sur la Gen AI, en fait, la réflexion, elle est liée au rôle de l'IA et donc par capillarité de la Gen AI dans une industrie comme le média. Pour ceux qui, je pense que tout le monde est exposé à un média. Par contre, le business model est peut-être un peu obscur, en tout cas le fonctionnement. En général, on sait qu'un média, c'est de la publicité. Mais grosso modo, le métier d'un média, que ce soit un créateur de contenu, en fait, comme un Hugo Décrypte, comme Sally, comme Squeezie, ou un éditeur comme L'Équipe, Brut ou Bloomberg, etc., se structure autour de 3 focus principaux. Tout d'abord, il y a évidemment le contenu, c'est celle-là la matière première. Un contenu, c'est est-ce que c'est de la news, de l'actu chaude? Est-ce que c'est du contenu plus froid? C'est un sujet. Est-ce que ton contenu traite de sport, de politique, de société, de lifestyle, de culture? C'est aussi un format. Est-ce que c'est une vidéo? Et si c'est une vidéo, est-ce que c'est un format long type YouTube? Est-ce que c'est une vidéo courte format TikTok? Est-ce que c'est un reel type Instagram? Et puis, il y a aussi le format carrousel qui sont plutôt des images et puis le format texte. Donc, une fois qu'on a dit ça, on voit déjà la variété des sujets que l'on va pouvoir traiter et notamment en IA. Et donc, la computer vision, par exemple, et le NLP, Natural Language Processing, sont des disciplines évidemment très, très utilisées quand on est un média. Donc, il y a du contenu. Ce contenu-là, et ça va être le deuxième focus, en fait, il est consulté par des personnes qui consomment, qui interagissent, qui commentent ce contenu-là. C'est ce qu'on appelle l'audience. Là aussi, du coup, il y a pas mal de cas d'usage pour l'intelligence artificielle, que ce soit la segmentation de cette audience, que ce soit tout ce qui va permettre de comprendre cette audience, de la qualifier, de savoir comment est-ce qu'on lit la performance d'un contenu, c'est-à-dire est-ce qu'il a été vu ou pas, peu, beaucoup, par qui et par quels moyens. Et donc enfin, si on est bon, si notre contenu est bon et qu'il adresse une bonne audience qui s'engage massivement, derrière il y a des revenus. D'accord, donc c'est le troisième focus. Les revenus sont souvent publicitaires puisque l'écrasante majorité des contenus qui sont diffusés aujourd'hui sont avec un accès gratuit. Je parle du digital évidemment.
et du social, ce qui est le cas par exemple d'un média comme Brut, comme Loopsider. C'est de la publicité aux enchères, mais il y a également ce qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire du contenu publicitaire de marque, mais qui est éditorialisé. Il existe d'autres business models, il y a l'abonnement, il y a le paiement à l'article, mais aujourd'hui, et c'est une donne qui est hyper importante dans l'industrie, le business model, c'est contenu gratuit vs publicité. Donc, l'utilisation de l'IA dans l'industrie, elle est, comme tu le disais, pas liée à la GenAI. C'est plutôt d'ailleurs une industrie où l'IA a pénétré assez fortement en termes de maturité. Parce qu'à mon avis, il y a, à mon sens, 3 conditions importantes qui font que l'IA a pénétré aussi fortement. D'abord, tu as une très forte diversité et multiplicité de cas d'usage. Je vous en ai exposé quelques-uns. Tu as un très gros volume de données. Un journaliste produit un contenu pour qu'il soit vu. Donc, plus un contenu est vu, plus le média a atteint sa cible et fait son travail. Et donc, en fait, on est sur une industrie qui presque ne scale pas puisque tout l'objectif, c'est justement de faire exploser tes contenus et viennent avec cette explosion de contenu un volume de données qui est assez impressionnant. Et on sait tous à quel point, et encore plus avec la GenAI aujourd'hui, IA égale quand même big data. Et le média est pourvu en données de manière assez impressionnante. Et ensuite, il y a un certain nombre de tâches qui sont très répétitives dans un média. Et qui s'accroissent exponentiellement avec la croissance de l'audience. Plus ton média réussit, plus ton audience est grande, plus tu as de tâches répétitives. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui va concerner les activités publicitaires, où en fait, tu vas créer des campagnes publicitaires toujours de la même manière pour les diffuser avec une gestion d'inventaire, etc. Donc tout ça, c'est un terreau très fertile pour l'IA, puisque plus tu as des possibilités d'automatisation, plus aujourd'hui tu peux le faire, en tout cas dans notre industrie avec de l'IA. Donc ça, c'est un peu les drivers qui font que de toute façon, tout média digital ou social aujourd'hui a une plus ou moins grande utilisation de l'intelligence artificielle. Au sein de l'intelligence artificielle, tu as donc plusieurs disciplines. Le machine learning va nous servir par exemple à segmenter les audiences, à les catégoriser en fonction de leurs appétences en termes de sujets. Ça va te permettre de gérer du coup déjà une exposition publicitaire, avoir une limite parce que on veut gagner notre vie, mais en même temps tout part de l'audience, donc il ne faut pas non plus la surreprésenter en termes de pression publicitaire. Donc ça, par exemple, le machine learning va tout à fait aider. On utilise la computer vision, donc avec la reconnaissance d'images pour catégoriser de manière pluridimensionnelle une vidéo. En fait, on va faire une vidéo qui a un sujet, je ne sais pas, par exemple, le tourisme vert. Ça, c'est le sujet qui est issu du topic même et du sujet qui est traité. Par contre, avec la computer vision, tu vas pouvoir dire c'est un tournage en extérieur, c'est un tournage studio. J'ai un incarnant ou 2 incarnants. Il y a une palette de couleurs qui est plutôt la palette verte, etc. Et tout ça, c'est de l'or dans un média pour pouvoir connaître sur le bout des doigts son catalogue vidéo et pouvoir le catégoriser et ensuite en faire de l'insight, de la publicité, etc. Donc, la computer vision, elle nous sert, par exemple, particulièrement sur ce sujet-là. Et la dernière discipline d'IA qui est omniprésente dans un média, c'est le NLP, le Natural Language Processing, pour le traitement de texte. Donc, ça va de l'analyse de la sémantique qui est hyper importante pour accompagner les rédactions à la compréhension de la performance de leur contenu, comment ils sont reçus, etc., pour leur rendre compte au travers de ces analyses-là des commentaires des utilisateurs, mais aussi pour quelque chose de très business, très opérationnel, qui va être pour optimiser un article pour le SEO, par exemple, pour qu'un article dans un média écrit puisse ranker au maximum dans les moteurs de recherche. Et donc, cette dernière discipline qui est le NLP va mener assez naturellement au LLM, puisque les technologies de GenAI sont aussi capables de générer, de produire du contenu et de traiter du contenu. Et il me semble que c'est exactement le métier d'un média. Donc, pour un média s'emparer de la GenAI, c'est à la fois
dans la continuité de l'utilisation de technologies qui sont essentielles, on va dire similaires pour simplifier, et essentielles aussi dans le fonctionnement aujourd'hui d'un média digital et social. Et de l'autre côté, donc il y a ce caractère un peu natif, mais de l'autre côté, il y a une nécessité presque défensive, puisque ces technos, elles vont rentrer en collision directe avec le métier même d'un média, qui est de produire des contenus pour les médias, mais aussi pour ses partenaires annonceurs, dans une activité qui représente la ligne de revenus principale. Donc moi, je vois passer plein de publicités sur des outils dont le métier, c'est d'empowerer les directions marketing pour qu'elles créent du contenu publicitaire vidéo. Voilà, pour tous les médias de la planète, ça, c'est une ligne de revenus qui est importante. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une nécessité presque défensive à s'emparer technologiquement de ces sujets-là. Donc, les initiatives de GenAI que j'ai pu mener dans mes précédentes missions concernent des use cases. Donc, on se parle déjà de quoi? De 12 mois, 14 mois. Donc, c'est hyper important de rester humble. C'est tout ceci, même si on a des projets qui ont été mis en production avec des outils qui tournent, etc. Moi, j'estime qu'on reste encore dans le domaine de l'expérimentation. D'abord, aucun média n'est équipé de ressources techniques aussi avancées que celles que les providers de LLM ont aujourd'hui. Donc, on reste une équipe opérationnelle au service d'équipes métiers. Donc, les sujets de GenAI, on s'en est emparé vraiment sur par nécessité stratégique, comme j'ai tenté de l'expliquer, mais aussi en se disant c'est un moyen de se former et c'est une continuité de l'évolution de notre métier. Donc, on a eu des cas d'usage qui concernent à la fois la génération d'avatars, donc une incarnation d'un contenu média par un journaliste qui est un avatar. On a eu la localisation de contenu, donc un contenu qui est à l'origine français et que l'on va adapter à d'autres géographies. On a également la génération de textes pour accompagner et optimiser des articles pour le SEO. Donc voilà, c'est des choses assez variées. Tu me dis sur lequel tu veux que je me lance. Bien sûr, merci Dounia pour cette réponse bien fournie. Non, mais c'est très intéressant d'avoir le contexte dans lequel l'IA générative est venue s'intégrer. C'est vrai que les médias en France, mais pas que, avaient déjà en fait un terreau assez fertile pour leverager pleinement l'IA générative. TF1, Brut, les autres sociétés médiatiques françaises, pour toi, avaient déjà ce niveau d'infrastructure dont tu nous parlais, NLP, machine learning, pour optimiser leur production et suivre leur audience? Ouais. Alors, sur le suivi des audiences, c'est évidemment le 101. Donc, moi, les médias que je connais, ou en tout cas dans lesquels j'étais, l'enjeu numéro 1, c'était de créer une plateforme de données et des AI engines qui permettent d'avoir un insight, donc une étude, une analyse, une compréhension assez fine de la performance de nos contenus. J'ai été à une conférence hier sur la data dans le sport. Je vais faire un petit parallèle. Donc, la personne qui donnait la masterclass disait que ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de records pulvérisés, ou en tout cas massivement dans le sport, et que du coup, tous les sportifs de haut niveau et leurs entraîneurs et leurs fédérations se tournaient vers la technologie, notamment la data et l'IA, pour aller chercher dans les retranchements ces quelques points qui vont faire qu'un nageur, qu'un sprinter, etc. va pulvériser un record. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est comme dans les médias, parce que c'est quand même une industrie où un média est très challengé sur ses revenus publicitaires, puisque la majorité de la valeur est captée par des gros acteurs qui sont les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Et de l'autre côté, quand on diffuse sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas de Brut, mais aussi de TF1 et d'autres, eh ben, on est mis en concurrence avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de créateurs. Donc finalement, pour aller pulvériser ces records-là et être le média qui va
dont le contenu va porter le plus loin et le plus fort en termes de volume, la data et l'IA est essentielle. Donc clairement, pour tous les médias que je connais, l'utilisation de l'IA avec une analyse avancée du forecasting, de la segmentation pour comprendre son audience, ça c'est assez répandu. Du coup, toi, tu étais chez Brut, donc qui est quand même, je pense, un des médias les plus innovants en France. T'étais là-bas au moment où est sorti ChatGPT, où le monde s'est rendu compte de ce que les LLM allaient pouvoir désormais proposer en termes de génération de contenu. Il y a Sora aussi sur la vidéo, qui est quand même aussi le médium de cœur de Brut, il me semble. Comment est-ce que vous avez vécu ça en interne? Quelles ont été les réactions? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta perception d'insider sur ce sujet et comment est-ce que progressivement vous êtes mis en marche pour faire de cet outil-là un levier de votre côté? Effectivement, alors les réactions étaient enthousiastes, me semble-t-il, chez Brut tout de même. On a pris le sujet comme un terrain nouveau à explorer. Et avec un sponsorship assez fort, on a quand même choisi de voir l'opportunité plutôt que la contrainte, en se disant, et c'est peut-être un peu dans l'ADN d'un média et d'une équipe comme Brut, que si on est bon à saisir l'opportunité, on va pouvoir plus facilement de toute façon gérer la contrainte. En tout cas, c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'on a suivi. Et il y a un cas d'usage que j'aime beaucoup, qui est celui de l'avatar, parce que c'est un projet qui a été mené chez Brut par les journalistes eux-mêmes, en partant de leur impulsion. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que c'est un peu ce que cherchent toutes les équipes techniques data ou IA ou produits, c'est d'avoir un métier qui impulse finalement le brief et qui s'empare du sujet. Et c'est peut-être l'une des premières insights que moi je garde de toutes ces initiatives-là, c'est que contrairement à d'autres projets IT ou de software engineering ou digitaux, faire la preuve du produit est hyper facile et c'est des technologies qui sont à la main d'utilisateurs, y compris d'utilisateurs non techniques. Et ça amène énormément d'humilité dans la démarche projet derrière et ça facilite aussi quelque part les interactions. Et comme c'est un média, les journalistes, c'était aussi une manière pour eux de mieux informer nos audiences, c'est-à-dire avec tout le bruit qu'il y avait autour de ChatGPT, de l'IA, les sujets éthiques, les sujets quelque part philosophiques et sociétaux, les journalistes ont choisi de s'emparer du sujet en utilisant les technos pour pouvoir encore mieux quelque part informer. Donc c'est doublement intéressant et c'est pour ça que j'aime bien ce use case-là. Nous, en tant qu'équipe data et IA, on a accompagné sur des aspects très techniques, le sourcing de la techno, le benchmark de la techno, la compréhension de la technologie, et puis ensuite sur les possibilités d'industrialiser et peut-être de faire aboutir une UI moins templétisée, parce que les premiers avatars, évidemment qu'il y avait un aspect robotique, pas très humain qui était assumé, mais c'est un projet qui a d'abord été mené par des journalistes appétents qui ont vu une opportunité de se former. Ce projet Avatar, juste pour bien comprendre, l'idée c'est de créer des avatars donc virtuels de journalistes qui animent, présentent quelque chose comme un présentateur TV, c'est ça? Exactement. Donc c'est certains de nos incarnants, ceux qui étaient d'accord, ceux qui étaient appétents, que Brut a avatarisé. Et donc ces vidéos-là ont été diffusées ensuite sur les canaux de médias de Brut avec toute la responsabilité que ça implique et avec une transparence affichée. C'est pour ça aussi que j'aime bien ce use case-là, de dire c'est un contenu qui est généré par une IA, c'est lu par une IA, l'avatar est une IA, la voix est une IA, mais aussi le texte qu'on avait traité par ChatGPT via des dépêches AFP. Donc de bout en bout, c'est de l'IA. Dites-nous ce que vous en pensez. Et by the way, c'est une orientation de Brut. On vous explique pourquoi on fait ça et on prend tous vos retours, les bons comme les mauvais. Donc c'était presque une expérience anthropologique quelque part.
sans vouloir utiliser de gros mots, mais oui, l'expérimentation n'était pas que technique, elle était aussi comment ton audience réagit, comment les journalistes s'emparent de ça et quelles sont les questions que ça va soulever tout de suite, évidemment, qui sont des questions hautement importantes et pas du tout techniques dans l'entreprise. Qu'est-ce que je fais de la voix du journaliste? Est-ce que l'incarnant accepte d'avoir son image un peu dégradée, même si le lip sync est pas bon, etc. Parce que je te parle de quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois quand même. Donc, ça a été diffusé sur une page dédiée. Et donc voilà, c'était assez impressionnant comme projet. Ça date de fin 2022, me semble-t-il. Là, je constate en mai 2024 que l'Ukraine décide de lancer, je crois qu'elle s'appelle Victoria Shi, qui est la porte-parole aux affaires étrangères du gouvernement ukrainien. Et je me suis dit comme quoi, voilà, c'est... Qui est un avatar aussi. Et qui est un avatar, c'est pour ça que je le cite. Donc voilà, les technos qu'on a utilisés, c'est AgeN. Et alors, sans choquer toute l'audience très technique que je vois là, mais en fait, on n'a pas du tout apaisé, on n'a pas fait des trucs de fou. On a utilisé l'interface d'AgeN et le produit d'AgeN tel qu'il était disponible. La voix vient d'un texte qui est donc lu par Eleven Labs, qui est un autre produit de AgeN, et le texte a été donc traité par ChatGPT pour le synthétiser, etc. Et donc ça, c'était un des autres, si on prend un pas de recul par rapport à Brut, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a toute une typologie de contenu, en fait, qui sont typiquement là, c'est les Jeux Olympiques, par exemple. Il y a plein de sujets qui sont liés à la performance, au score, au podium, aux matchs qui ont été joués, etc. La valeur ajoutée est pas hyper grande s'il n'y a pas de commentaires journalistiques à faire ou de commentaires éditoriaux. Il y a plein de gens qui vont sur l'app juste pour regarder le résultat d'un match, le résultat d'une course, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées, par exemple, dans ce use case-là. Et le fait que l'on ait utilisé la dépêche AFP, ce n'était pas anodin, parce qu'une dépêche AFP, c'est un contenu qui est très froid, c'est descriptif. Tu n'as que les faits, la date de quand ça s'est passé, etc. On n'aurait pas pu se lancer dans ce use case-là sur un sujet plus polémique ou qui nécessite de la nuance ou qui nécessite du contexte ou qui sont que des choses qui sont amenées par un être humain. Et au-delà de faire incarner un avatar d'un journaliste, on peut imaginer plein de choses très créatives qui permettraient par exemple de rapprocher la news, la politique, c'est de contexte en plus à l'heure où on enregistre ce podcast, aux millennials, aux plus jeunes. On aurait pu imaginer, je sais pas, faire un avatar un peu gamifié, un peu drôle, voilà, pour essayer d'amener quelque chose de plus créatif, de plus différent dans cette industrie du média là. Comment l'audience a réagi du coup pour ces avatars journalistiques? Est-ce que vous avez pu mesurer la performance de ces créations, sachant que tu me disais c'était fin 2022, donc en termes de performance technique, ça date déjà pas mal. Ouais, c'était fin 2022, donc autre output de cette initiative-là, les choses ont évolué à une vitesse grand V, c'est-à-dire que la qualité de l'avatar lui-même entre fin décembre 2022 et ce qui a pu être fait après avait grandement évolué techniquement, notamment un énorme jump sur le lip sync sur AgeN, où au départ les choses étaient vraiment, les lèvres étaient déphasées, c'était compliqué, c'était artificiel, et plus ça allait, plus ça s'est amélioré. Donc ça, c'est une manière aussi d'interagir avec ces projets de GenAI quand on est sur une techno qui s'améliore à vitesse grand V. C'est important de l'intégrer dans une gestion de projet et de savoir que ce qui n'est pas possible aujourd'hui va peut-être l'être, non pas à la fin de l'année, mais dans quelques mois. Ça, c'était une petite parenthèse. Il y a deux manières de voir la performance. La première, c'est est-ce que ces contenus-là ont été accueillis de la même manière par les algorithmes des réseaux sociaux, puisque c'est les algorithmes de Facebook, d'Instagram, etc. qui nous exposent. C'est un sujet qui va être très important dans l'industrie du contenu plus globalement. Est-ce qu'un contenu qui est généré par une IA
va avoir la même place et la même visibilité, le même score que un contenu qui est généré par on va pas dire généré, on va dire produit par une rédaction. Je sais que par exemple Spotify et d'autres s'organisent pour écrémer toutes les pistes musicales qui sont créées que par IA, etc., parce qu'ils ne veulent pas dégrader la qualité de ce qui est proposé. Est-ce que demain, dans les réseaux sociaux, ça sera pareil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était quelque chose qu'on surveillait. Ça va être peut-être encore plus important pour l'autre use case dont je te parlerai. Donc, ça a été reçu comme un contenu, je dirais, normal. Surtout qu'on a choisi de mettre ça sur une page que l'on a créée from scratch. Donc, ça s'est comporté comme un contenu classique sur une page qui pourtant est nouvelle. Et donc, la deuxième manière de voir la performance de ce contenu-là, c'est évidemment les commentaires utilisateurs. L'aspect de ces avatars-là montrait de toute façon que c'était artificiel. Ce qui a été souligné, c'est souvent les yeux qui ont beaucoup fait flipper ou alors qui ont dérangé à minima les utilisateurs qui trouvaient que c'était des yeux un peu robotisés sans beaucoup d'émotion. Il y avait la voix qui était robotisée et puis un peu le débit de parole. Pour le reste, ce qui a été salué, c'était le fait que on marquait en transparence que c'était un contenu généré par l'IA, et puis tout le texte qui accompagnait en commentaire pour expliquer la démarche des journalistes et le bien fondé de ce sujet-là. Donc c'était vraiment très intéressant. Surtout quand on manipule un produit créatif, que ce soit un article, une vidéo, je pense à du design, peu importe les sujets, il y a une exigence de rendu. Il y a des a priori créatifs de qualité que aujourd'hui en GenAI, c'est pas encore, en tout cas au moment où on faisait ces projets-là, n'était pas encore abouti. Je te parlais du coup d'un deuxième use case dans la localisation des contenus, c'est ça? Ouais, donc localiser un contenu, c'est le rendre adapté à une géographie, à un marché. Brut est un média qui est international, opère en Inde, aux États-Unis, en France, en Afrique francophone. C'était le cas aussi de la branche digitale de TF1 qui avait des opérations aux US, en Italie, etc. Et il y a deux sujets pour l'internationalisation d'un contenu. C'est la première, évidemment, c'est l'universalité du sujet. Donc, on adore la Bretagne, évidemment, mais est-ce que l'histoire d'un paysan breton résonnerait de la même manière en France qu'aux États-Unis? Probablement pas. Là où, de toute façon, un sujet sur Trump, par exemple, même s'il a été fait par la rédaction aux US, va intéresser tout le reste du monde. Donc là, c'est un premier niveau où l'IA intervient en calculant un score d'universalité sur un certain nombre de critères. Mais du coup, ça, c'est pas de la GenAI, tu vois, c'est du machine learning et du NLP, un peu, voilà. Et donc ensuite, le sujet, c'était de dire, je voudrais pouvoir traduire des contenus que j'ai sélectionnés soit par le score d'universalité, soit à la demande des équipes de journalistes, parce que c'est leur prérogative, évidemment. Et donc, je voudrais pouvoir le traduire, mais tout en respectant un budget, une timeline, sans faire exploser, grosso modo, les opérations qu'il y a autour. Donc, on a découpé le sujet en fait en différentes sous-tâches, puisque pour traduire un contenu vidéo, avant de passer à la traduction, à la voix qui parle dans la langue du pays, il y a la transcription, donc le speech to text. Ensuite, il y a le sous-titrage. Ça fait partie du logiciel ou de la grammaire de la vidéo sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'il y ait de son, mais par contre qu'il y ait des sous-titres. Ensuite, il y a la traduction des éléments textuels qui vont être sur la vidéo elle-même, les encarts, les textes qui vont être rajoutés, etc. Ensuite vient la voix, avec un choix de est-ce que je clone la voix de l'incarnant
ou est-ce que je le double finalement avec une voix qui est en plus disponible dans les outils et dans les LLM, hein, on peut choisir plusieurs voix, féminin, masculin, etc. Il y a ce qu'on appelle la diarisation. Donc, ça veut dire c'est un mot très moche, mais c'est le mot, hein. On est obligé de le dire à un moment. C'est le fait d'identifier combien il y a d'interlocuteurs dans une vidéo et ensuite si ce sont des interlocuteurs avec une voix féminine ou une voix masculine. Et enfin, arrive le plus compliqué qui est le lip sync, c'est-à-dire le fait que la manière dont les lèvres bougent et la phrase soient alignées. Et une fois qu'on a dit ça, par exemple, il y a une difficulté. Il y a des langues qui sont plus prolixes que d'autres. La même phrase en français prend peut-être plus de mots que la même phrase en anglais. Donc, dans cette exigence de rendu créatif, je peux pas avoir ma voix qui parle en, je sais pas, en 15 secondes et les lèvres qui continuent de bouger 5 secondes derrière. Ça fait pas propre, c'est pas la DA de Brut, c'est pas l'attendu pour les audiences. Donc, en fait, en décortiquant le sujet comme ça, on a trouvé plein de petits sujets techniques pour lesquels il n'y avait pas un seul LLM qui faisait tout en fait ou qui était performant comme on le souhaitait sur toutes ces tâches ou ces sous-catégories à traiter. Et la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que le fait de traduire automatiquement, ça enlève les imperfections qu'on pouvait avoir avec le voice-over, où parfois on avait donc des contenus qui étaient traduits, où on entend la voix française cachée ou à peine cachée sous la voix anglaise, où donc on perdait un peu en clarté et en compréhension. Donc l'opportunité, c'était de dire, bah là, pour l'audience américaine, indienne ou hispanophone, en fait, le journaliste, il va parler dans la langue avec l'accent du marché et ça va permettre au fond éditorial, quelque part, d'être plus efficace. Soigner la forme permettait au fond d'être plus efficace. Donc ça, c'est un projet qui a été assez structurant parce que, mine de rien, complexe techniquement, mais aussi complexe à mener parce qu'il a fallu que l'on benchmark en fait les LLM ou les API pour simplifier pour pouvoir avoir le meilleur LLM possible pour la transcription, pour le dubbing, pour le clonage de la voix, pour le lip sync, etc. On n'a pas pu, par exemple, juste utiliser AGen du début jusqu'à la fin, en tout cas à l'époque, parce que notre objectif, c'était de traduire les documentaires longs, etc., et avec plusieurs interlocuteurs, et que typiquement, ce qu'on a pu faire pourtant avec AGen sur le volet Avatar, on n'a pas pu être satisfait du rendu sur des vidéos un peu plus complexes, quoi. Et c'est là où on a le plus appris, puisque comme c'est sous-jacent dans ce que j'explique, c'est un projet qui est hautement technique, contrairement à l'autre qui était mené surtout par le journaliste ou par le métier. Là, c'est toute l'équipe data qui a benché, qui a comparé les résultats et où parfois on a fait des arbitrages où ce n'est pas le meilleur LLM dans la catégorie que l'on a pris, mais peut-être un LLM où on dégradait un petit peu la qualité parce que ça nous permettait de gagner en performance, parce que ça nous permettait de gagner en budget parfois, etc. Donc ce projet-là a abouti puisque les vidéos, en tout cas traduites de manière unitaire, comme je le disais, ont été diffusées encore une fois sur les différents canaux de distribution de Brut. C'est ça pour nous en fait mettre en prod. Mettre en prod, c'est exposer le contenu sur la page, tout comme on se dirait ok, ça peut passer aux 20h de TF1 quoi. Et donc là, ce qu'on a surveillé très clairement, c'est est-ce qu'on se fait tanker, excusez-moi le terme, par les réseaux sociaux. Est-ce que le contenu vit sa vie de la même manière que d'autres contenus et quelle est encore une fois la réaction des utilisateurs. On a eu très peu de retours sur les contenus hispanophones et anglophones d'un rejet. Mais quand je dis très peu de retours, c'est que mon équipe a vraiment regardé à la loupe tous les contenus qui sont sortis et on se parle d'un commentaire sur 1000 ou un commentaire sur 1500.
qui disaient ah là là, c'est traduit par de l'IA, etc. Au niveau des performances, donc qui sont pour un média social, les vidéos vues, l'engagement, c'est-à-dire le nombre d'interactions des utilisateurs sur la vidéo, le like, le comment, etc. Et puis l'average watch time, qui est donc le temps moyen de visionnage de la vidéo, n'ont pas du tout été dégradés. Ça, c'est une donnée business très importante parce que si on choisit de réutiliser un contenu, c'est évidemment pour pouvoir alimenter donc d'autres marchés et pour pouvoir continuer à générer des revenus dans d'autres langues. Donc, exposer des contenus qui ne fonctionnent pas, déjà, ce n'est pas... aucun journaliste ne vous dirait c'est pas grave, moi je crée du contenu qu'il soit vu ou qu'il soit pas vu, c'est pas un problème. Donc il y a quand même un sujet que le contenu trouve son audience. Et ensuite, on est gagnant aussi si ça génère de la publicité et ça passe du coup par les revenus, par les 3 métriques que je t'ai citées. Donc c'est ça pour nous, aller en prod, c'est le contenu est vu par l'audience, il est bien reçu et il vit comme d'autres contenus, toujours avec cette mention en transparence qui confirme qu'effectivement le contenu a été traité à un moment donné de sa vie par de l'intelligence artificielle. Ok, donc là on a un système qui fonctionne de manière quasiment automatisée et dont les résultats sont aussi bons que des contenus qui auraient été traduits à la Il main. semble que oui. Je reste très prudente parce qu'encore une fois, je ne sais pas comment les réseaux sociaux vont s'adapter à ce flot de contenu qui va arriver, hein, qu'il soit complètement créé par l'IA ou qu'il soit aidé par l'IA. Full automatisé, ça ne veut pas dire without human in the loop. Donc, il y a quand même des garde-fous et je pense que c'est aussi l'un des grands enseignements de ces expérimentations qui ont été menées. Il est nécessaire de garder l'œil en ce qui concerne la traduction, par exemple, d'un utilisateur d'un relecteur qui est natif dans la langue. Il y a un humain qui choisit les contenus qui vont être traduits. La rédaction de Brut a raison, à mon sens, a choisi de ne pas généraliser à tous les contenus qui sont produits par Brut. J'imagine très mal un contenu dont la voix serait traduite IA sur des sujets un peu durs comme des guerres, comme de la violence, etc. Je pense que ça déshumanise en plus le propos. Donc, il y a quand même un humain pour choisir que c'est le bon moment, le bon contenu pour automatiser la traduction. Et puis, la qualité de la traduction a été avalisée par les journalistes natifs dans la langue. Du coup, ça fait 1 an et demi que tu manipules l'IA générative dans les médias. Est-ce que tu as des apprentissages principaux que tu aimerais partager, des éléments contre-intuitifs, des choses que tu aurais peut-être fait différemment avec le recul? Le premier enseignement pour moi, ça a été que le projet de GenAI est différent d'un projet d'IA. Premièrement, comme je le disais, parce que les outils de GenAI sont très largement accessibles en fait. Donc c'est l'une des particularités de l'IA par rapport à d'autres vagues technologiques. Donc c'est pas nécessaire d'attendre les résultats d'un long projet d'intégration. Et en plus, il n'y a pas besoin d'une nouvelle infrastructure ou d'un nouveau matériel pour que l'utilisateur final s'empare en fait de ton produit. Donc d'un point de vue produit, j'ai trouvé ça hyper disruptif, hein, même si le mot est galvaudé. Mais moi, ça m'a renvoyé finalement à cette démarche de data product ou de AI product qui est nécessaire. Et finalement, ce que ChatGPT a réussi, c'est juste de mettre une interface simple à utiliser pour le plus grand nombre, là où on est des centaines et des milliers d'équipes data IA à imaginer des démarches de conduite du changement pour qu'on s'empare de ce qu'on produit. Donc ça, c'était vraiment l'accessibilité, mais encore plus une exigence sur cet aspect product. Le deuxième point, c'est que les outils de GenAI donnent des suggestions et pas des réponses uniques. Et ça, c'est important parce que tu as un effet waouh où tu as l'impression qu'ils peuvent tout faire. Ton métier le voit comme quelque chose de waouh, mais en fait, un système de GenAI n'a pas de compréhension ou de modèle inhérent
au monde, sans en faire un grand sujet philosophique, mais il génère des réponses possibles. Contrairement à des systèmes IT classiques qui indiquent souvent la prochaine étape à suivre, la bonne configuration, la bonne donnée à écrire, etc. Les outils de GenAI ne fournissent pas de réponse absolue. Donc, les gens doivent apprendre à gérer cette incertitude par rapport à une la technologie qui est vécue comme toute puissance. Donc, ça requiert un esprit critique lors de l'évaluation des résultats. Et pour nous, équipe technique, ça requiert beaucoup d'humilité. Juste, on s'assoit et on écoute, en fait. Mais en même temps, à quel point est-ce que un traducteur va me dire que la traduction est pas bonne? J'écoute, oui, il y a une erreur, mais je dois garder ce cap qui est de dire, oui, mais elle est pas bonne parce que ce n'est pas une qualité optimale, ou elle n'est pas bonne parce qu'il y a une erreur sémantique ou de grammaire, etc. Donc voilà. Et peut-être le troisième enseignement qui finalement descend de ce côté, c'est des suggestions, c'est pas des réponses uniques. Pour l'instant, pour veiller à la qualité de ce qui est fait, il y a besoin d'humains dans la boucle. Ça génère des idées créatives sur les solutions possibles, etc. Mais finalement, c'est qu'un humain qui sait dire oui, c'est bon, c'est pas bon, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Voilà un peu pour les aspects plutôt high level autour de la GenAI. Si on revient à des aspects très opérationnels, j'ai envie de dire data. La data, parce que si tout est AI, tout est data. Et tout, quelque part, est un frein, hein, puisque très vite, si on veut faire des choses qui fonctionnent à grande échelle, on l'a vu, hein, je vous ai parlé des limites d'agent sur des vidéos plus complexes, on arrive à le faire sur 15 vidéos, mais comment on le fait sur 3000 vidéos, etc. Donc, en cleanant et en proposant une donnée de qualité, en fait, on peut fournir au LLM du contexte pertinent et qui va améliorer, en fait, les aspects génératifs du modèle et qui va réduire les probabilités, alors on dirait dans l'industrie les hallucinations, mais en fait c'est beaucoup plus simple que ça. Ça réduit la probabilité que la réponse ne soit pas la bonne ou ne soit pas adaptée, ou voilà. Et ça concerne les données non structurées comme ça concerne les métadatas. Et donc en fait, quand on se lance dans un projet de GenAI, peut-être que le premier projet de GenAI que l'on doit faire, c'est par exemple de classifier par des LLM la métadata et tes données, pour se dire le jour où je suis prêt à faire du RAG et que j'ai un use case qui est évolué, etc., mes métadatas, elles sont bien rangées, elles sont classifiées. Et by the way, ça c'était un autre use case, je pense que j'ai plus le temps d'en parler, mais classifier ces données grâce au LLM, ça a été... ça nous a réglé plein de problèmes, sauf celui du coût. mais oui, je pense que même opérationnellement sur des projets shadow pour le métier, mais qui sont des projets techniques pour les équipes data, il y a plein d'opportunités à régler des problèmes structurants, notamment augmenter la qualité de la donnée, notamment la complétude de la donnée, notamment la classification des métadatas, etc. Donc, la data, c'est hyper important. Et il y a deux choses à faire pour se lancer dans la GenAI. C'est évidemment identifier une feuille de route de cas d'usage qui sont pertinents pour vous, compréhensibles. Bien caler la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait de la GenAI. Et très sincèrement, juste expérimenter, juste faire un truc shiny, peut-être que c'est un bon moyen d'embarquer les gens et de se créer un petit succès et de mettre le pied là-dedans. Il faut juste être au clair sur pourquoi on fait de la GenAI. Et le deuxième point, c'est de se lancer ou de continuer ou de réinvestir des chantiers de préparation de la donnée. Parce que si vous ne faites pas de la GenAI aujourd'hui, vous en ferez demain, vous en ferez l'année prochaine et vous serez content d'avoir des données. Donc de la data, et ensuite du sang-froid, je dirais, et avec son corollaire, l'agilité. Il n'y a pas un seul modèle pour gouverner tous les LLM, pour prendre une métaphore pokémonesque. Il n'y a pas une seule technique pour les customiser tous de la même manière. L'approche idéale, c'est celle qui s'adapte à la timeline de ton projet, de votre projet,
aux ressources techniques qui sont disponibles, y compris donc les ressources humaines et leur appétence, et à l'alignement en interne, etc. Donc du sang-froid parce que c'est des technos qui sont mouvantes. L'erreur, ce serait de se dire le LLM ne le fait pas aujourd'hui. Je vais me lancer dans un chantier où je vais produire en interne un algo, un complément, une API qui va me résoudre ce problème-là. On a eu le problème, par exemple, avec le sous-titrage où les premiers LLM ne permettaient pas d'afficher les sous-titres comme on le voulait. Donc, c'est des trucs un peu qui peuvent paraître bêtes, mais on veut que la césure du texte soit sur 2 lignes, que la virgule soit rattachée au mot d'avant, etc. Donc, on s'est lancé dans le fait de faire ça en interne et boum, la release d'après réglait le problème. J'ai l'exemple en tête aussi de Bloomberg qui trouvait pour son projet d'analyse financière des entreprises s'appuyant sur les LLM, etc., il me semble que c'était le modèle de OpenAI, donc ChatGPT hallucinait trop ou n'était pas suffisamment précis, etc. Donc, ils se sont lancés dans un chantier pour avoir un LLM en interne et l'entraîner sur des données. Je crois que ça a été hyper coûteux, sinon ça ne serait pas sorti dans la presse. Et donc, les 2 releases d'après de ChatGPT permettaient de régler tous les problèmes et d'être beaucoup plus pertinent en réponse que ce que Bloomberg avait fait. Donc, c'est pour ça que je dis du sang-froid, parce que ça bouge et on attend beaucoup moins longtemps qu'avant que la techno s'améliore. Et enfin, qu'est-ce que j'ai dit déjà ? J'ai dit la data, j'ai dit le sang-froid. La flexibilité, parce que tous les mois, des nouveaux modèles sont présentés comme étant l'état de l'art. Il faut garder de la flexibilité pour switcher, pour savoir customiser les modèles, mais aussi pour arrêter des projets, comme je disais, qui devaient être faits maison et qui ne sont plus nécessaires. Donc, voilà. Mais je crois que je dis la même chose. Flexibilité, c'est pareil qu'agilité ? Non, hein ? Bon, ça passe. On met tout ça dans on voit l'esprit, on voit l'esprit en tout voilà. cas. Non, mais passionnant. C'est effectivement un conseil qui revient assez souvent dans ce podcast. Cherchez pas à travailler sur les modèles. Concentrez-vous plutôt sur la mise en place d'une infrastructure qui vous permettra de bénéficier des modèles qui vont s'améliorer progressivement en qualifiant les données. Et effectivement, les LLM peuvent être de superbes outils pour qualifier ces données et préparer le terrain pour la suite. Fascinant. Merci pour ces beaux apprentissages. Il y avait un dernier sujet dont j'avais envie de parler avec toi concernant cette question de l'IA générative dans le journalisme. On est sur une industrie qui est forcément en train d'être chamboulée par l'arrivée de ces technologies qui permettent de créer du contenu. Ça pose plein de sujets déontologiques, philosophiques même potentiellement. En parallèle, il y a OpenAI par exemple qui signe des accords avec les plus grands médias internationaux. Bon, ils se font attaquer par le New York Times. Enfin voilà, il y a quand même dans l'IA générative et les médias, on sent une forme de tension et en même temps, les potentiels sont extrêmement riches. Quel est aujourd'hui, selon toi, un peu l'état du débat en France sur ces questions et comment est-ce que tu vois les choses évoluer, tu vois, sur les 5-10 prochaines années? Je pense qu'il faut commencer par reconnaître que la tension est palpable et elle est nécessaire. Voilà, c'est important. On est sur une industrie qui peut ou pas déplacer les gens vers les urnes, qui peut informer ou désinformer, qui touche directement au quotidien des citoyens. Donc la tension, il faut qu'elle soit là, effectivement. Maintenant, si je dois contourner le sujet, parce que très sincèrement, je ne suis pas journaliste, ce n'est pas mon métier, et je pense que pour avoir entendu typiquement les journalistes de Brut ou les journalistes de TF1, etc. en parler, je trouve qu'ils en parleraient beaucoup mieux que moi et de manière beaucoup plus éclairée. Je reviens plutôt aux fondamentaux du digital ou du social ou même de la marque, c'est-à-dire l'audience. Je pense que
quand on a une colonne vertébrale qui est une ligne éditoriale et une exigence de produire du contenu de qualité, ça se voit en fait, de la même manière que quand on fait des produits qui sont bien designés, bien pensés et qui répondent à un besoin client, utilisateur, ça se voit aussi. Et je pense que c'est le garde-fou que l'on garderait pour en fait suivre l'évolution de ces initiatives-là, parce que on va suivre les usages des audiences. Et pour parler d'un sujet beaucoup moins politique, beaucoup moins éthique, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, les sous-titres sur YouTube, c'est pas du tout idiomatique, sémantiquement c'est pas très fin. Parfois c'est faux. Mais on s'est habitué à avoir des sous-titres qui dépannent quand on ne parle pas la langue, et finalement l'utilisateur comprend le sens global du terme. Donc il faut suivre les usages aussi, et je pense que quand on reste proche de son audience et de ce qui fait qu'on a eu du succès, et qu'on cherche à suivre les différents usages et leurs évolutions, on garde son ADN et on garde ce pourquoi notre audience vient et consomme et commente, etc. Donc je me dis comme ça, moi qui ne suis pas éthicienne, qui ne suis pas politicienne, qui ne suis pas journaliste, si je devais ne pas tomber dans des travers que l'on voit tous et des risques, je me dirais, je colle à mon audience, je continue à l'écouter, je continue à comprendre ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas, et je continue à suivre l'usage et à garder ma ligne éditoriale, ma colonne vertébrale. Et du coup, est-ce qu'il y a des startups que tu as pu voir passer récemment qui, selon toi, sont en train d'être pionnières justement sur l'usage de l'IA générative dans la création de contenu? Alors, je pense à Animage, que j'ai vu sur un podcast de Mozza, voilà, que vous aviez reçu. Et de ma compréhension, c'est vraiment un studio créatif qui s'appuie à toutes les étapes du process créatif sur de l'IA. Et qui donc a la propriété d'IP, surtout pour les enfants, donc que ce soit Astérix, d'autres dessins animés, pas mal de trucs pour les bouts de chou, je crois, vraiment. Et donc qui une fois qu'il a l'IP, en fait il cherche du coup à en faire un maximum de contenu possible, avec les drivers de cet IP-là, qui sont le personnage, la manière dont il se mouvoie, voilà, tous les aspects créatifs autour du personnage. Et donc, je crois qu'ils sont allés assez loin dans l'utilisation, notamment des LLM. Moi, tout à l'heure, je vous ai parlé du speech to text. Pour Animage, c'est le sketch to motion. Voilà, donc c'était hyper intéressant. J'invite tous ceux qui me regardent à regarder cet épisode-là. C'était assez à la fois créatif et assez bluffant d'un point de vue technologique. Ouais. Et responsable aussi, avec un human in the loop, comme tu disais. Un human in the loop, effectivement, absolument. Le Pixar de l'IA générative. Super, c'est merci. comme ça qu'on les appelle, c'est le Pixar. C'est comme ça que moi j'aime bien les appeler comme ça, mais Okay. oui, mais Pixar venant aussi d'une révolution technologique à la base. Absolument. On leur souhaite un aussi beau destin. Le même succès, tout à fait. Bon, merci beaucoup Dounia pour toutes tes réponses. Passionnant, c'est un sujet qui est complexe, et on sent que vous avez bien creusé. Il va encore se passer énormément de choses autour de ça. On va suivre ça de près. Merci à toi et merci à tous pour votre écoute. À la prochaine. Merci Adrien, salut. Voilà, c'était Mozza Bytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozza Bytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!